En ce moment, je suis allongé dans un lit d'hôpital, le regard fixé sur l'espace vide où se trouvait autrefois ma jambe droite. Ils l'ont amputée il y a 4 semaines, juste en dessous du genou. Les chirurgiens ont dit que c'était le seul moyen de me sauver la vie. L'infection s'était trop propagée, avait rongé l'os et les tissus en profondeur. Chaque matin, au réveil, j'oublie, l'espace d'un instant. Je tends la main pour me gratter le mollet, pour fléchir mes orteils, et il n'y a rien. Juste des bandages enroulés autour d'un moignon, qui s'arrête là où mon tibia devrait continuer. Les infirmières me disent que c'est normal, le syndrome du membre fantôme, comme ils l'appellent. Mon cerveau n'a pas encore intégré la réalité. Il continue d'envoyer des signaux à des nerfs qui n'existent plus, essayant de communiquer avec un pied qui est en train de pourrir quelque part dans un incinérateur de déchets médicaux. Parfois, je sens mes orteils manquants se recroqueviller. Parfois, je sens une démangeaison sur la plante d'un pied que je ne possède plus. La sensation est à devenir fou. On ne peut pas gratter quelque chose qui n'existe pas. Les médecins n'arrêtent pas de me demander ce qui s'est passé là-haut, dans les montagnes de Virginie occidentale. Ils veulent toute l'histoire, chaque détail. Je leur dis que c'était un accident de chasse, que nous avons rencontré un ours agressif, que les choses ont mal tourné. Ils hochent la tête, écrivent dans leur dossier et me lancent ce regard, celui qui dit qu'ils savent que je ne leur dis pas tout, mais qu'ils ne vont pas insister. Ils ont déjà vu des traumatismes. Ils comprennent que certains souvenirs mettent du temps à refaire surface. Mais en gardant le silence, ce n'est pas moi que je protège. Ce sont eux. La vérité n'aiderait personne. Elle me ferait juste passer pour un fou. Mon amie Rachel est à l'unité psychiatrique, 3 étages plus haut. Elle n'a pas prononcé un seul mot depuis qu'on nous a amenés ici. Les médecins disent qu'elle souffre d'un état de catatonie aiguë, provoqué par un traumatisme psychologique grave. Ils utilisent un langage clinique pour décrire ce que j'ai vu arriver à son esprit. Ils parlent d'épisodes dissociatifs, de réponses traumatiques et de mécanismes de blocage neurologique. Ce qu'ils veulent dire, c'est que quelque chose s'est brisé dans sa tête cette nuit-là, sur la montagne, et ils ne savent pas si ça guérira un jour. Je suis allé lui rendre visite hier. J'ai roulé dans le couloir avec mon fauteuil et j'ai pris l'ascenseur. Une infirmière a dû m'aider à m'installer sur une chaise normale à côté de son lit, car mon fauteuil roulant ne passait pas dans la petite chambre. Rachel était assise, ce qui, selon les infirmières, était un progrès. Mais ses yeux étaient vides. Elle fixait le mur en face de son lit comme s'il contenait les secrets de l'univers. Comme si, en regardant assez fixement, elle pouvait y trouver une réponse qui donnerait un sens à ce que nous avons vécu. Je suis resté avec elle pendant 2 heures. J'ai parlé de choses sans importance. Je lui ai parlé de la nourriture de la cafétéria. J'ai mentionné que le printemps arrivait et que les arbres devant sa fenêtre allaient bientôt fleurir. Elle n'a pas réagi, n'a même pas cligné des yeux. Elle a juste continué à fixer ce mur avec ses yeux creux. Quand je suis finalement parti, je lui ai dit que je l'aimais et que tout irait bien. Je ne sais pas si elle m'a entendu. Je ne sais pas si quoi que ce soit de ce que j'ai dit a pu franchir les murs que son esprit a érigés autour d'elle. Notre 3e amie, Mélissa, n'est jamais redescendue de cette montagne. Les équipes de recherche et de sauvetage ont passé 3 semaines à ratisser ces forêts. Ils ont fait venir des chiens, des hélicoptères et du matériel d'imagerie thermique. Ils ont trouvé la grotte. Ils ont trouvé des preuves de ce qui s'était passé à l'intérieur. Mais ils n'ont jamais trouvé Mélissa, ni son corps, ni ses vêtements, ni son équipement. Juste du sang et des fragments d'os éparpillés sur le sol de la grotte. Le rapport officiel indique qu'elle a été tuée par un ours noir et que ses restes ont été dispersés par des charognards. Ils ont dit à son mari et à ses 2 enfants que c'était un accident tragique, une rencontre avec la faune qui a mal tourné. Ce sont des choses qui arrivent parfois dans les zones sauvages reculées. La forêt est dangereuse. Les animaux sont imprévisibles.
Je ne les ai pas corrigés. À quoi bon? Ils ne m'auraient pas cru de toute façon. Personne ne me croit. Je dois écrire tout ça pendant que les souvenirs sont encore clairs. Pendant que je peux encore séparer ce qui s'est réellement passé de ce que mon esprit traumatisé pourrait essayer de me convaincre qu'il s'est passé. Le traumatisme fait des choses étranges à la mémoire. Il la déforme et la distord. Il comble les vides avec des inventions. Il vous fait remettre en question tout ce que vous pensez savoir. Je ne peux pas laisser ça arriver. Je le dois à Mélissa de dire la vérité sur sa mort. Je le dois à Rachel de documenter ce qui a brisé sa raison. Et je me le dois à moi-même de mettre des mots sur la chose qui a pris ma jambe et a changé ma vie pour toujours. Tout a commencé par un email. Un mercredi après-midi de fin octobre. J'étais à mon bureau dans le cabinet comptable où je travaille. Ou plutôt, où je travaillais avant que tout ça n'arrive. Je fixais des feuilles de calcul, essayant de faire concorder les chiffres pour un client dont les comptes étaient un véritable désastre. Mon téléphone a vibré, une notification. Nouveau message d'un expéditeur inconnu. L'objet disait « Aide Rookies » et normalement, je l'aurais supprimé comme un spam sans y penser. Mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Appelez ça de la curiosité. Appelez ça le destin. Appelez ça la pire décision que j'ai jamais prise. L'email venait d'une femme nommée Edith Herman. Elle disait qu'elle était fermière dans l'enclave est de la Virginie occidentale, dans les montagnes près de la Monongahela National Forest. Elle avait eu mon nom par une connaissance commune, quelqu'un qui savait que je pratiquais la chasse et le pistage à côté. Elle avait un problème. Quelque chose tuait son bétail depuis 3 mois. Ça avait commencé avec ses poules à la fin de l'été. Elle en avait perdu une 15aine, avant même de réaliser que quelque chose n'allait pas. Au début, elle a pensé à des renards. Peut-être un coyote audacieux, descendu des collines. Mais ensuite, la créature, quelle qu'elle soit, est devenue plus hardie. Elle s'en est prise à ses chèvres. Elle en a perdu 4 en une seule nuit. Les a retrouvées le lendemain matin, déchiquetées dans leur enclos. La clôture était intacte, pas de trou creusé en dessous. Aucune preuve de la façon dont quoi que ce soit avait pu entrer ou sortir. Puis, le mois dernier, ça a eu un de ses veaux, une génisse en bonne santé qui aurait dû être en sécurité dans l'étable. Elle l'a retrouvée le matin, traînée à mi-chemin à travers le pâturage. Le cou brisé. La porte de l'étable avait été arrachée de ses gonds, pas cassée ou endommagée. Arrachée. Les gonds étaient encore fixés au cadre, tordus vers l'extérieur, comme si quelque chose avait simplement attrapé la porte et tiré. La semaine avant qu'elle ne m'envoie l'email, ça a tué sa jument, un grand cheval de trait, nommé Clémentine. 17 mains de haut. Probablement 1400 livres de muscles et d'os. Ce qu'il a eu était assez fort pour briser le cou de cet animal massif et traîner son corps sur plus de 200 yards jusqu'à la lisière des arbres. Edith a écrit qu'elle avait trouvé Clémentine le lendemain matin, ou ce qu'il en restait. La carcasse avait été partiellement dévorée puis recouverte de branches et de feuilles, comme si quelque chose la gardait pour plus tard. J'ai lu l'email 2 fois. Quelque chose clochait. Les détails étaient trop étranges. L'escalade était trop rapide. Les ours ne passent généralement pas des poules aux chevaux en 3 mois. Ce sont des mangeurs opportunistes, oui. Mais ils sont aussi prudents. Un ours qui trouve une proie facile dans un poulailler continuerait à revenir au poulailler. Il ne déciderait pas soudainement de s'attaquer à un cheval de trait de 1400 livres. J'aurais dû supprimer l'email et retourner à mes feuilles de calcul. J'aurais dû lui dire de contacter les services de la faune et de laisser les professionnels s'en occuper. Ça aurait été la chose intelligente à faire, la chose sûre. Au lieu de ça, j'ai appelé Rachel. Rachel et moi étions amis depuis l'université. Nous nous étions rencontrés en première année dans un cours de biologie, et nous nous étions liés d'amitié
autour d'un amour commun pour le plein air. C'est elle qui m'a initié à la chasse. Elle m'a appris à pister, à lire les signes dans la forêt, à comprendre le comportement des animaux. Après l'université, elle s'est lancée dans la gestion de la faune tandis que j'ai fini en comptabilité, mais nous sommes restés proches. Nous partions chasser ensemble chaque automne. C'était l'une des meilleures pisteuses que j'ai jamais connues, capable de lire une forêt comme la plupart des gens lisent un livre. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Je lui ai parlé de l'email. Je lui ai lu les passages pertinents. Elle est restée silencieuse un long moment quand j'ai eu fini. Quelque chose ne colle pas dans cette histoire, a-t-elle dit. Les ours ne se comportent pas comme ça. Je sais, ai-je répondu. C'est pour ça que je t'appelle. Elle m'a demandé si j'avais plus d'informations sur l'endroit, sur le terrain. Je lui ai dit le peu que je savais. Lait de la Virginie occidentale, dans les montagnes, près de terres forestières fédérales. Une région isolée. Le genre d'endroit où l'on peut passer des jours sans voir une autre personne. Rachel a dit qu'elle allait passer quelques coups de fil, voir s'il y avait eu d'autres signalements d'activités animales inhabituelles dans la région. Elle avait des contacts au service de la faune, des gens qui lui devaient des faveurs. Elle me rappellerait avant la fin de la journée. Elle a rappelé 3 heures plus tard. Sa voix avait cette pointe d'excitation qu'elle prenait quand elle trouvait quelque chose d'intéressant. Elle a dit qu'il y avait eu des signalements, pas seulement de la propriété d'Edith Harmon, mais de plusieurs fermes de la région, des morts de bétail qui ne correspondaient pas au schéma de prédation normaux, des animaux de compagnie qui avaient disparu, un chasseur qui avait disparu au printemps dernier et n'avait jamais été retrouvé. Les services de la faune avaient envoyé des gens à 2 reprises, mais n'avaient rien trouvé de concluant. Ils avaient mis ça sur le compte d'un ours solitaire. Peut-être un qui avait été nourri par des touristes et avait perdu sa peur des humains. Ils avaient posé des pièges. Les pièges avaient été détruits. Détruits comment, ai-je demandé. Déchiquetés, a dit Rachel, des pièges à mâchoire en acier conçus pour attraper et retenir un ours de 600 livres. Mis en pièces et éparpillés sur la propriété. Le garde-chasse qui les a trouvés a dit qu'il n'avait jamais rien vu de tel. J'ai senti un froid s'installer dans mon estomac. Un sentiment que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Mi-peur, mi-fascination, mi-autre chose. Quelque chose qui murmurait que c'était différent, que ce n'était pas juste un ours à problème. On devrait y aller, a dit Rachel. On devrait aller voir ça. Je lui ai dit qu'elle était folle. Nous avions des boulots. Nous avions des responsabilités. On ne pouvait pas simplement conduire 8 heures jusqu'en Virginie occidentale pour chasser un prédateur, mystérieux sur la parole d'une fermière désespérée. Mais alors même que je prononçais ces mots, je savais que j'allais y aller. Rachel le savait aussi. Elle pouvait l'entendre dans ma voix. Elle le pouvait toujours. « Laisse-moi appeler Mélissa », a-t-elle dit. « Voir si elle est libre ce week-end. » Mélissa était le 3e membre de notre groupe de chasse. Nous l'avions rencontrée 5 ans plus tôt dans un stand de tir à Columbus. Elle s'entraînait avec son arc, se préparant pour la saison de chasse à l'arc. Nous avons commencé à discuter et avons réalisé que nous vivions dans le même quartier. Nous avons commencé à aller au stand de tir ensemble. Puis, nous sommes passés à de vraies chasses. Elle était plus jeune que Rachel et moi de près de 10 ans, encore à la fin de la vingtaine. Mais elle était une naturelle dans les bois. Rapide, silencieuse et observatrice. Elle remarquait des choses que Rachel et moi manquions, malgré nos années d'expérience. Mélissa m'a rappelé ce soir-là. Elle était partante. Elle a dit qu'elle avait bien besoin d'une pause de son travail, du stress de sa procédure de divorce, de tout. Un week-end dans les montagnes lui semblait exactement ce dont elle avait besoin. J'ai envoyé un email à Edith Harmon et lui ai dit que nous serions là samedi matin. Elle a répondu en quelques minutes. Elle a dit qu'elle aurait un endroit pour nous où installer notre camp près de la limite de sa propriété. Elle a dit qu'elle nous paierait $500 par jour chacune. Plus 3000 autres
Si nous nous occupions réellement de ce qui tuait ces animaux, l'argent était bon. Plus que ce que je gagnais en une semaine à mon travail de comptable. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai accepté d'y aller. J'ai accepté parce que quelque chose dans cette situation m'était entré sous la peau. J'avais besoin de savoir ce qui se passait dans ces montagnes. J'avais besoin de comprendre. Je pense à cette décision tous les jours maintenant. Chaque fois que je regarde mon moignon, chaque fois que je me rends en fauteuil roulant pour voir Rachel et que je vois le vide dans ses yeux, chaque fois que je pense aux enfants de Mélissa qui grandissent sans leur mère parce que je n'ai pas su laisser les choses d'Arcos tranquilles. Nous avons passé le jeudi et le vendredi à rassembler notre équipement. Nous avions toutes les trois de solides carabines. J'avais ma Witherby Vanguard en 300 Winchester Magnum. Une bonne carabine polyvalente avec assez de puissance d'arrêt pour n'importe quoi en Amérique du Nord. Rachel avait sa Browning X-Bolt en 30-06, la même carabine qu'elle utilisait depuis 15 ans. Mélissa préférait sa Ruger américaine en .308, plus légère et plus maniable dans les broussailles denses. Nous avons emporté beaucoup de munitions, 200 cartouches pour nous trois, plus que ceux dont nous aurions jamais eu besoin pour une chasse standard. Mais quelque chose dans l'email d'Edith m'était resté en tête. La façon dont elle décrivait ces pièges détruits. La façon dont ces mots semblaient porter la peur même à travers le détachement clinique d'un texte tapé. Nous avons apporté tout notre équipement de camping standard. Une tente pour 4 personnes, des sacs de couchage conçus pour des températures inférieures à 0, un réchaud portable, un système de filtration d'eau, assez de nourriture pour une semaine, des trousses de premiers secours, des couvertures de survie, des fusées de détresse, du spray anti-ours, l'équipement de base pour l'arrière-pays que tout chasseur expérimenté emporterait. Nous avons même emporté un téléphone satellite au cas où nous aurions besoin d'appeler à l'aide. Le service cellulaire serait inexistant si haut dans les montagnes. Rachel a fait une blague en disant qu'on allait enfin avoir la preuve que Bigfoot était réel. A dit qu'on pourrait peut-être vendre nos photos à l'une de ces émissions de tabloïds et prendre une retraite anticipée. Mélissa a ri et a dit qu'elle se contenterait d'un grand cerf à accrocher à son mur. J'ai souri avec elle, mais quelque chose n'allait pas. Une lourdeur dans ma poitrine que je ne pouvais pas chasser. Une voix au fond de mon esprit qui murmurait que c'était une erreur. Je l'ai ignorée. Nous l'avons toute fait. Samedi matin, nous avons chargé ma Jeep Grand Cherokee et nous sommes partis vers l'est. Il y avait environ 7 heures de route de Columbus à cette partie de la Virginie occidentale, plus si les routes de montagne étaient mauvaises. Rachel a pris le premier relais au volant pendant que Mélissa et moi somnolions à l'arrière. Nous nous sommes arrêtés une fois pour l'essence et le café à un relais routier près de la frontière de la Virginie occidentale. Le caissier, un homme plus âgé à la peau burinée et aux yeux méfiants, nous a demandé où nous allions. « Dans les montagnes », a dit Rachel. « Partie de chasse. » L'expression de l'homme a changé. Quelque chose a traversé son visage qui aurait pu être de l'inquiétude ou de la peur. Il nous a dit d'être prudentes là-haut. A dit que les bois étaient étranges ces derniers temps. Des animaux qui agissaient bizarrement. Des bruits la nuit qui n'appartenaient à aucune créature qu'il connaissait. Rachel lui a demandé quel genre de bruit. Il a secoué la tête et a dit qu'il ne voulait pas en parler. Il nous a juste souhaité bonne chance et nous a rendu notre monnaie. Nous sommes remontés dans la Jeep et Rachel a fait une blague sur les superstitions locales. Mais j'ai vu son visage dans le rétroviseur. Elle ne riait pas. Les routes se sont détériorées à mesure que nous avancions. L'autoroute était bonne, un asphalte lisse traversant des collines ondulantes. Mais une fois que nous avons tourné sur les routes départementales, le revêtement s'est dégradé rapidement. Des fissures et des nids de poules partout. Certaines sections avaient été rapiécées si souvent que la surface était plus du goudron que du béton. Puis, le goudron a complètement disparu et nous étions sur du gravier. Puis, de la terre. La dernière heure s'est passée sur des routes qui méritaient à peine ce nom. De profondes ornières dues aux inondations du printemps.
des rochers éparpillés partout, des branches tombées que nous devions arrêter et déplacer. Ma Jeep a une bonne garde au sol et 4 roues motrices. Mais même là, j'avais peur de rester coincé. Nous avons touché le fond 2 fois en passant dans des ornières particulièrement profondes. La deuxième fois, j'ai entendu quelque chose racler contre le châssis et j'ai grimacé. Ce serait une réparation coûteuse si j'avais endommagé quelque chose d'important. Nous sommes arrivés à la propriété d'Edith Harmon, vers 2 heures de l'après-midi. La ferme était vieille, construite probablement dans les années 40, ou peut-être même avant. La peinture blanche s'écaillait en longues bandes, exposant un bois gris et patiné en dessous. Le porche s'affaissait visiblement d'un côté, les supports pourris. Le toit avait grand besoin d'être remplacé. Des bardeaux manquants laissaient des trous, où l'eau devait s'infiltrer à chaque averse. Mais la terre autour de la maison était saisissante. Des montagnes s'élevaient au nord, couvertes d'une épaisse forêt de feuillus qui commençait à peine à prendre ses couleurs d'automne. Des rouges, des oranges et des jaunes mêlés aux verts sombres de pins épars. Le genre de nature sauvage qui vous fait vous sentir petit, qui vous rappelle que les humains sont des visiteurs dans ces lieux, pas des maîtres. Edith est sortie alors que nous nous garions. Elle avait peut-être 70 ans, difficile à dire exactement. Le travail à la ferme vieillit les gens. Son visage était profondément ridé, ses mains épaisses et noueuses par des décennies de travail manuel. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'étaient ses yeux. Ils avaient une lueur hantée, des cernes sombres en dessous témoignaient de nuits blanches. Le blanc de ses yeux était injecté de sang. Elle avait le regard de quelqu'un qui avait vu des choses qu'elle ne pouvait pas expliquer et qui se décomposaient lentement en essayant de leur donner un sens. Elle ne nous a pas serré la main quand nous sommes sortis de la Jeep, ne nous a pas vraiment regardés directement. Elle a juste pointé du doigt vers la lisière des arbres au nord, vers cette crête que je pouvais voir s'élever derrière sa propriété, et a dit que c'était de là que venaient les attaques, que c'était là que nous devions chercher. Sa voix était plate, sans émotion, comme si elle avait répété ces mots tant de fois qu'ils avaient perdu toute signification. Rachel a essayé de poser des questions. Qu'avait-elle vu exactement? Y avait-il des schémas dans les attaques? Se produisait-elle à des moments précis, dans des conditions spécifiques? Edith a juste secoué la tête. A dit qu'elle n'avait rien vu clairement. Juste des mouvements la nuit. Des ombres qui ne bougeaient pas correctement. Des bruits qui faisaient que ses chiens refusaient de sortir après la tombée de la nuit. Elle avait 3 chiens, des bergers allemands qu'elle avait élevés depuis qu'ils étaient chiots. De bons chiens de garde, protecteurs et intrépides. Maintenant, ils passaient chaque nuit blottis sous le porche, en gémissant. Ils ne s'approchaient pas de la clôture nord, ne regardaient même pas dans cette direction. Elle nous a dit que nous pouvions camper au bord de sa propriété, près de là où commençait la forêt. Elle avait mis de côté quelques provisions dans une caisse en bois, des bidons d'eau, de la corde supplémentaire, des piles neuves, une trousse de premiers secours qui semblait avoir été utilisée récemment et réapprovisionnée à la hâte. Quand j'ai essayé de lui demander plus de détails sur les attaques, sur ce qui était arrivé spécifiquement à ces animaux, elle m'a coupé la parole. « Vous verrez, a-t-elle dit, quand vous trouverez ce qu'il y a là-haut. Vous comprendrez pourquoi je ne peux pas en parler. » Elle s'est retournée pour rentrer, puis s'est arrêtée. Est restée là un moment, le dos tourné. Je pouvais voir ses mains trembler à ses côtés, ses doigts se serrant et se desserrant comme si elle essayait de se contenir. « Soyez prudente, a-t-elle dit. C'est tout. Juste ces 2 mots. » Puis elle est rentrée, et j'ai entendu le pêne du verrou glisser.
puis un autre pène, puis un troisième. 3 serrures lourdes sur une porte intérieure au milieu de nulle part, où le voisin le plus proche était probablement à 10 miles. Rachel, Mélissa et moi nous sommes regardés. Rachel a haussé un sourcil et a dit que la vieille femme était peut-être juste paranoïaque. Vivre seul ici, perdre des animaux, ça pouvait vous monter à la tête, vous faire voir des menaces partout, vous faire sursauter à la moindre ombre. Mélissa a dit qu'elle ne pensait pas qu'Edith était paranoïaque. Elle a dit qu'Edith avait l'air terrifiée, vraiment effrayée pour sa vie. J'ai dit que nous devrions monter le camp et commencer à pister le matin, se faire une idée de la région de jour avant de prendre des décisions sur ce à quoi nous avions affaire. Elles ont toutes les deux été d'accord. Quels que soient les doutes que nous avions, nous n'étions pas encore prêtes à les exprimer. Le soleil était déjà bas lorsque nous avons planté notre tente près de la clôture. La température a chuté rapidement à mesure que les ombres s'allongeaient. Les montagnes font ça. Elles volent la chaleur dès que le soleil passe sous la ligne de crête. On pouvait voir notre souffle au moment où nous avions fini d'installer le camp. Nous avons fait un feu en utilisant du bois mort du bord de la propriété. Avons cuisiné le dîner sur les flammes. De la soupe en conserve et des crackers. Rien de sophistiqué, mais un repas chaud après un long trajet semblait être un luxe. Nous nous sommes assises sur des chaises de camping, buvant du café instantané et parlant du plan pour le lendemain. Monter vers la crête aux premières lueurs, a dit Rachel. Chercher des traces, des excréments, tout signe de ce à quoi nous avons affaire. Si c'est un ours, il devrait y avoir des preuves claires, des marques de griffes sur les arbres, de la terre retournée où il a creusé pour des larves, des poils accrochés aux branches. Mélissa a dit que nous devrions d'abord chercher les restes du cheval, voir quel genre de dégâts avaient été faits. Ça pourrait nous en dire plus sur ce que nous chassions. Si c'était un ours, il y aurait des schémas de morsures, des types de blessures spécifiques correspondant à la façon dont les ours tuent. Nous pourrions estimer sa taille en fonction de la façon dont il avait abattu un animal aussi grand. J'étais d'accord avec elles deux. Nous avions un plan solide, pisteur et observer demain, faire des évaluations, décider de notre approche. Si ce n'était qu'un ours à problème, nous pourrions nous en occuper. Nous l'avions déjà fait. Un ours qui avait perdu sa peur des humains était dangereux, oui, mais ce n'était encore qu'un ours, de chair et de sang, vulnérable aux balles. Alors que l'obscurité tombait complètement, la forêt est devenue silencieuse. Et je veux dire, vraiment silencieuse. J'ai passé toute ma vie en plein air. J'ai campé dans des zones sauvages à travers le pays, des Rocheuses aux Appalaches en passant par les forêts du nord-ouest Pacifique. Je sais à quoi ressemblent les bois la nuit. Il y a toujours du bruit, des insectes qui stridulent et bourdonnent, des hiboux qui s'appellent à travers la canopée, de petits animaux qui bruissent dans les sous-bois, des branches qui craquent dans le vent. La forêt n'est jamais vraiment silencieuse. Il y a toujours quelque chose qui fait du bruit. Mais cette nuit-là, il n'y avait rien. Juste le crépitement de notre feu et le murmure du vent dans les arbres. Pas d'insectes, pas d'oiseaux, pas de bruissement dans les broussailles. C'était comme si chaque être vivant de cette forêt s'était caché ou avait simplement disparu. Mélissa l'a remarqué la première. Elle a levé la main et nous avons toutes arrêté de parler, écoutant le silence. Il nous pressait de tous côtés, lourd et oppressant, comme si l'obscurité elle-même avait un poids, comme si toute la forêt retenait son souffle, attendant quelque chose. Je n'ai jamais rien vécu de tel, cette absence totale de son naturel. C'était anormal d'une manière que je ne peux pas décrire adéquatement. Contre nature. Prédateur. Comme si nous étions à Sisbo à découvert pendant que quelque chose nous observait depuis les ombres. Rachel a essayé de trouver une explication. A dit que peut-être le feu effrayait la faune locale, les animaux évitent les flammes, restent loin de la fumée. Ce n'était probablement que ça. Mais sa voix manquait de conviction. Et elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule vers le mur sombre d'arbres juste au-delà de la lumière du feu.
gardait sa carabine sur ses genoux, la sécurité enlevée. Vers minuit, nous avons entendu quelque chose. Un son provenant des profondeurs de la forêt au nord, de là-haut, près de cette crête. Ça a commencé bas, un grondement sourd que j'ai senti dans ma poitrine plus que je ne l'ai entendu avec mes oreilles. Presque comme un tonnerre lointain, mais différent, d'une certaine manière. Plus organique, plus vivant. Puis ça a monté en ton et est devenu quelque chose de complètement différent. Pas un hurlement, pas un cri. Quelque chose entre les deux. Quelque chose qui n'appartenait à aucun animal que j'avais jamais entendu en 35 ans de chasse. Le son s'est répercuté sur les montagnes et semblait venir de partout à la fois. Ça m'a hérissé les poils sur la nuque. M'a donné la chair de poule. C'était une réaction primale, quelque chose de codé au plus profond de mon ADN. Mes ancêtres ont entendu des sons comme ça et ont su qu'il fallait courir, qu'il fallait se cacher. Ont su qu'il n'était plus le prédateur dans cette équation. Rachel a essayé d'en rire. A dit que c'était probablement juste un wapiti. Ils font des bruits étranges parfois, surtout pendant le rut, ou peut-être un lynx. Les lynx peuvent avoir un son presque humain quand ils crient. Mélissa n'a rien dit, a juste fixé l'obscurité avec de grands yeux, sa main crispée sur sa carabine. Je n'ai pas cru aux explications de Rachel et je ne pense pas qu'elle y croyait non plus. Ce son n'était venu d'aucun wapiti ou lynx. Il était venu de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose avec une cage thoracique assez grande pour produire un bruit aussi profond, aussi résonnant, quelque chose qui ne devrait pas exister. Nous avons décidé de nous coucher vers 1h du matin. Avons convenu de prendre des tours de garde pour surveiller le camp toute la nuit. Les ours sont opportunistes. Ils viendront dans les camps à la recherche de nourriture s'ils sentent quelque chose d'intéressant. Et après ce son venu de la crête, aucune de nous ne voulait dormir sans que quelqu'un veille. J'ai pris le premier tour, assise près du feu, l'alimentant de bûches pour garder les flammes hautes, fixant l'obscurité au-delà du cercle de lumière. Ma carabine reposait sur mes genoux, sécurité enlevée, le doigt près de la détente. Je balayais constamment la lisière des arbres, cherchant un mouvement, écoutant les bruits. Rien ne s'est passé pendant ma garde. Juste moi et le feu et le silence oppressant. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment d'être observé. Cette sensation de picotement à l'arrière de mon cou, comme si des yeux suivaient chacun de mes mouvements depuis quelque part dans l'obscurité. Je n'arrêtais pas de me retourner, certaine que j'allais surprendre quelque chose en train de me regarder. Mais il n'y avait jamais rien. Juste des ombres, et le silence, et la nuit froide de la montagne. À 2h, j'ai réveillé Rachel, et je me suis glissé dans la tente. Je me suis glissé dans mon sac de couchage avec ma carabine à côté de moi, et j'ai essayé de dormir. Mais chaque petit bruit me réveillait d'un sursaut. Le bruissement du tissu de la tente dans le vent. Le craquement d'une bûche qui se tasse dans le feu. Mon propre cœur battant dans mes oreilles. Et toujours ce sentiment. Cette certitude écrasante que quelque chose était là dehors, dans le noir, juste au-delà de la lumière du feu, nous observant, attendant. Nous sommes partis aux premières lueurs, le lendemain matin. L'aube était froide et claire, le givre recouvrant l'herbe et les parois de notre tente. Notre souffle formait des nuages dans l'air vif. Nous avons fait chauffer de l'eau pour du café instantané et mangé des barres protéinées pour le petit déjeuner, sans beaucoup parler. Nous étions toutes fatiguées par un mauvais sommeil et la tension nerveuse de la nuit précédente. Nous avons vérifié nos carabines. Nous nous sommes assurés d'avoir tout. Des munitions supplémentaires, de l'eau, une trousse de premiers secours, des fusées de détresse. Rachel a apporté le téléphone satellite au cas où nous aurions besoin d'appeler à l'aide. Mélissa a accroché du spray anti-ours à sa ceinture en guise de renfort. Puis, nous nous sommes dirigés vers le nord.
vers la crête, en suivant la direction générale qu'Edith nous avait indiquée. Le plan était simple. Chercher des traces, ou tout signe, de ce qui avait pillé son bétail. Des excréments, de la fourrure accrochée aux branches, des marques de griffes sur les arbres. Tout ce qui pourrait nous dire à quoi nous avions affaire. Que ce soit un ours noir, un cougar, ou autre chose. Nous nous sommes dispersés en ligne à environ 20 yards les unes des autres, avançant lentement et prudemment, les yeux balayant le sol et les arbres autour de nous. La forêt était épaisse, principalement des chênes, des érables et des carrières avec des pins épars. Le sous-bois était dense par endroits, des masses enchevêtrées de rhododendrons et de lauriers de montagne que nous devions traverser. Des feuilles mortes couvraient le sol, rendant plus difficile la vision des traces. Nous avons trouvé la première à environ 1 mile du camp. Mélissa l'a repérée, nous a appelés avec un sifflement bas. C'était dans une flaque de boue près d'un petit ruisseau, clair comme le jour. Je l'ai fixée un long moment, certaine que mes yeux me jouaient des tours. Elle était énorme, facilement 18 pouces de long, peut-être 8 pouces de large. La forme était presque humaine. 5 orteils distincts, avec des empreintes claires. On pouvait voir chaque doigt de pied individuel, un talon, une voûte plantaire. Mais les proportions n'étaient pas complètement fausses. Les empreintes de pieds humains adultes font peut-être 11 ou 12 pouces de long. Celle-ci était 1,5 fois plus grande. On aurait dit une empreinte de pied humain agrandie à l'échelle d'un géant. Mélissa s'est agenouillée à côté et a mis sa botte à côté de la trace pour comparer. Sa botte de randonnée taille 8 avait l'air minuscule en comparaison. Elle a dit que ça devait être une erreur, que ça devait être une sorte d'illusion d'optique ou un jeu de lumière. Rachel a dit que c'était probablement une empreinte déformée. Peut-être une trace d'ours qui s'était étirée en séchant, ou 2 empreintes se chevauchant pour créer une forme inhabituelle. Les ours ont des traces qui peuvent parfois paraître presque humaines, la façon dont leurs pattes s'étalent sous leur poids. Nous nous sommes convaincus que c'était l'explication. Avons pris des photos avec nos téléphones, l'avons mesuré avec un bâton, avons noté les dimensions dans le carnet de Rachel. Puis nous avons continué à avancer. Aucune de nous ne voulait envisager l'explication alternative. Aucune de nous ne voulait dire à voix haute ce que nous pensions toutes. La forêt est devenue plus épaisse à mesure que nous montions. Les arbres étaient plus vieux ici. Des troncs massifs de 3 ou 4 pieds de diamètre, leurs branches commençant à 30 pieds de hauteur et bloquant la plupart de la lumière du soleil. La température a chuté même si nous transpirions de l'effort de la montée. L'air semblait différent, plus lourd, chargé de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Nous avons trouvé plus de signes du passage de quelque chose de grand dans la région. Des branches cassées pendant à des angles étranges. Certaines étaient épaisses, de 2 ou 3 pouces de diamètre. Cassées nettes. Pas pliées ou usées par le temps, mais cassées récemment. Du bois frais, visible aux cassures. Elles pendaient à hauteur de tête ou plus haut. Peut-être à 6 ou 7 pieds du sol. Il y avait aussi de profondes éraflures dans l'écorce des arbres. De longues entailles verticales courant le long des troncs. Rachel a dit que c'était des marques de griffes. Un comportement de marquage d'ours. Les ours noirs se dressent sur leurs pattes arrière pour griffer les arbres et marquer leur territoire. Plus ils peuvent atteindre haut, plus ils paraissent impressionnants aux autres ours. Mais ces éraflures commençaient à 9 pieds de hauteur et montaient plus haut. Certaines atteignaient 11 ou 12 pieds sur les troncs. Aucun ours noir au monde ne pourrait atteindre une telle hauteur. Même un grand grizzly aurait du mal à faire des marques à cette hauteur. Vers midi, nous avons trouvé le cheval. Nous l'avons senti avant de le voir. Cette odeur douce
et putride de mort et de décomposition, portée par la brise. La carcasse se trouvait dans une clairière à environ 50 yards de ce qui aurait pu être un ancien sentier de gibier. Le corps était partiellement recouvert de branches et de feuilles, comme si quelque chose avait essayé de le cacher, le mettre en cache pour plus tard. Les ours font ça parfois quand ils tuent quelque chose de trop gros pour le manger en une seule fois. Ils le recouvrent et reviennent quand ils ont de nouveau faim. Mais quand nous avons enlevé les branches, les dégâts étaient au pire que tout ce que j'avais jamais vu. Et j'ai vu des animaux tués par des prédateurs. J'ai vu des cerfs abattus par des couguars, des wapitis tués par des loups. C'était différent, plus violent, plus délibéré. Les côtes de Clémentine avaient été ouvertes, brisées vers l'extérieur, comme si quelque chose avait simplement plongé à l'intérieur et tiré. Le sternum était éclaté en fragments. La tête était tordue à un angle qui m'a soulevé l'estomac. Le cou brisé si sévèrement que la tête était tournée presque complètement vers l'arrière. Les vertèbres visibles à travers la chair déchirée. Mélissa s'est éloignée et a vomi dans les buissons. Je ne pouvais pas la blâmer. La vue était grotesque, l'odeur était pire. Et il y avait quelque chose dans la façon dont le cheval avait été tué qui témoignait d'une force prodigieuse, une violence désinvolte, presque négligente, à une échelle que je n'avais jamais vue. Rachel s'est agenouillée à côté de la carcasse, examinant les blessures avec l'œil clinique de quelqu'un formé à la gestion de la faune. Son visage était pâle, mais calme. Elle a dit que ce n'était pas un comportement de prédateur normal. La violence était excessive. La force requise pour faire ce genre de dégâts était énorme. Elle a dit qu'un cheval de 1400 livres avait été mis en pièces comme s'il était en papier, son cou tordu avec assez de force pour casser les vertèbres comme des brindilles. Aucun ours qu'elle avait jamais étudié ne pouvait faire ça. Aucun animal qu'elle connaissait ne pouvait faire ça. Nous avons trouvé des marques de traînées s'éloignant de la clairière, de profonds sillons dans la terre où quelque chose de lourd avait été tiré à travers la forêt. Ce qui avait tué le cheval l'avait traîné en montée sur une distance considérable. Nous pouvions voir où le corps avait été tiré à travers le sous-bois. De jeunes arbres cassés, de l'herbe aplatie, une traînée de sang séché sur les feuilles. Les marques de traînée se dirigeaient plus haut sur la montagne, vers la crête, vers cette ligne sombre de vieille forêt que nous pouvions voir s'élever au-dessus de la canopée. Nous avons suivi la piste. Aucune de nous ne l'a dit à voix haute, mais je pense que nous savions toutes que quelque chose n'allait pas. Profondément, fondamentalement anormal. Ce n'était pas un comportement de prédateur normal. La violence excessive. La force requise. La façon dont le corps avait été mis en cache, mais pas vraiment mangé. La plupart de la viande était encore sur les os. Ceux qui avaient tué Clémentine ne l'avaient pas fait pour se nourrir. Ils l'avaient fait pour une autre raison. Le territoire, peut-être, ou quelque chose de pire. Quelque chose auquel nous ne voulions pas penser. Plus nous montions, plus les choses devenaient étranges. La forêt changeait de caractère. Les arbres semblaient différents ici. Plus vieux, plus tordus. Certains étaient morts depuis des années, leurs branches nues s'élevant comme des doigts squelettiques contre le ciel gris. Les arbres vivants portaient ces marques, de longues éraflures courant le long des troncs, bien plus haut que n'importe quel ours ne pourrait atteindre. Certaines étaient fraîches. D'autres étaient là depuis des années, l'écorce repoussant lentement sur les entailles. Nous avons trouvé une autre trace dans un sol meuble. Celle-ci était encore plus claire que la première. Rachel s'est agenouillée à côté et a mis sa main à l'intérieur pour comparer. La trace éclipsait complètement sa main. 5 orteils distincts, un talon, une voûte plantaire, comme une empreinte de pied humain, mais massive.
Il n'y avait aucun moyen d'expliquer celle-ci. Aucun chevauchement ou distorsion ne pouvait expliquer ce que nous regardions. Personne n'a parlé pendant une longue minute. Nous sommes juste restés là, à fixer cette empreinte impossible dans la terre. Puis Mélissa a dit que nous devrions peut-être faire demi-tour, le signaler au service de la faune ou aux gardes du parc. Laisser des professionnels avec plus de ressources s'occuper de ça, quoi que ce soit. Mais Rachel a dit que nous étions déjà si loin. Et d'ailleurs, qu'allions-nous leur dire? Que nous avions trouvé de grandes empreintes de pieds? Ils se moqueraient soit de nous. Ils supposeraient que nous étions folles ou que nous faisions une farce. Nous avions besoin de plus de preuves. Nous devions savoir à quoi nous avions affaire avant de pouvoir demander de l'aide. Nous avons continué à avancer, avons commencé à voir d'autres choses étranges. Des branches qui avaient été cassées et tissées ensemble entre les arbres. Pas d'échablis naturels, quelque chose de plus délibéré, presque comme des structures ou des marqueurs rudimentaires. Elles semblaient intentionnelles, d'une manière qui me donnait la chair de poule. Comme si quelque chose les avait construites. Quelque chose avec des mains. Le silence continuait. Toujours pas d'oiseaux, pas d'écureuils, pas d'insectes. La forêt était complètement dépourvue de vie animale. Tout avait fui ou s'était caché. Nous étions les seules choses vivantes à nous déplacer dans ces bois, nous et ceux qui avaient laissé ces traces. En début d'après-midi, nous sommes arrivés à une clairière. Au centre se trouvait un cercle approximatif de grosses pierres. Elles étaient trop grosses pour avoir été déplacées à la main. Il aurait fallu plusieurs personnes avec de l'équipement pour les disposer. Mais il n'y avait pas d'équipement ici. Pas de route à des miles de cette partie de la montagne. Les pierres avaient été placées délibérément, disposées selon un motif qui semblait presque rituel. À l'intérieur du cercle de pierres, il y avait des os, beaucoup d'os, des os de cerf, des os de wapiti, des animaux plus petits aussi, des ratons laveurs, peut-être, ou des opossums, tous nettoyés jusqu'à l'os. Certains semblaient vieux, blanchis par les intempéries et des années d'exposition. D'autres étaient plus récents. Des lambeaux de chair séchés y adhéraient encore. Toute la clairière sentait la décomposition. Mélissa a répété que nous devrions faire demi-tour, que ça devenait trop étrange, trop dangereux. J'ai failli être d'accord avec elle. Quelque chose dans ce cercle de pierre, ces os disposés, me donnait envie de courir, faisait hurler un instinct profond que nous n'avions rien à faire ici, que nous empiétions sur le territoire de quelque chose qui ne voulait pas de visiteurs. Mais Rachel a fait remarquer que le soleil se coucherait dans quelques heures. Nous ne pouvions pas retourner au camp avant la nuit, et aucune de nous ne voulait être surprise dans ces bois la nuit sans savoir à quoi nous avions affaire. Mieux valait continuer, trouver la tanière ou l'antre que cette chose utilisait, marquer son emplacement. Ensuite, nous pourrions nous replier et faire un plan. Revenir avec des renforts. Revenir avec de plus gros fusils. Ça avait du sens à l'époque. Rétrospectivement, c'était la pire décision que nous aurions pu prendre. Nous avons suivi les marques de traînée vers le nord, en direction de la paroi de la crête. Le terrain est devenu plus escarpé, plus rocheux. Les arbres se sont clairsemés à mesure que nous approchions d'une falaise de pierres grises qui s'élevait de la forêt. La crête qu'Edith nous avait montrée, l'endroit d'où elle disait que les attaques venaient. Nous avons atteint la paroi de la crête vers 4 heures de l'après-midi. La lumière prenait déjà cette qualité dorée qu'elle a avant le coucher du soleil dans les montagnes. De longues ombres s'étirant sur le sol. La température de l'air chutant rapidement alors que le soleil descendait vers les sommets de l'ouest. C'est là que nous l'avons vu. Une ouverture de grotte dans la paroi rocheuse. Une bouche sombre dans la pierre grise. Pas immense, peut-être 8 pieds de haut et 6 pieds de large à l'ouverture. Mais plus que suffisant, bien plus que suffisant. L'odeur nous a saisis à une vingtaine de pieds de distance.
Un mélange de pourriture et d'autre chose. Quelque chose de musqué, de sauvage et de profondément animal. Comme l'odeur d'un enclos de prédateurs de zoo, mais concentré. Plus primal. C'était l'odeur d'une tanière, de vieille proie, de sang et de mort. Mes yeux ont commencé à pleurer à cause de ça. Rachel a mis sa manche sur son nez et sa bouche. Les marques de traînée menaient directement à l'entrée. Disparaissaient dans cette obscurité. Il y avait des os éparpillés autour de l'ouverture. Certains semblaient frais, des côtes de cerf avec de la viande séchée encore attachée. Un crâne qui aurait pu être celui d'un wapiti. Les bois cassés. Des os plus petits aussi. Beaucoup, d'autres étaient pour là depuis des années, blanchis par le soleil et la pluie, éparpillés sur le sol rocheux comme des feuilles mortes. Certains des plus gros avaient été ouverts. La moelle extraite. Les arbres autour de la grotte étaient morts. Tous. 10 ou 12 chênes et érables en un demi-cercle approximatif autour de l'entrée. Leur écorce avait été arrachée en longues bandes, les branches cassées et pendantes. Certains troncs avaient eu de profondes entailles, des marques de griffes ou quelque chose de semblable, courant de haut en bas du bois mort, s'entrecroisant comme si les arbres avaient été attaqués, délibérément tués. Nous sommes restés là, à regarder cette entrée sombre. Aucune de nous ne voulait le dire, mais nous le savions toutes. C'était sa tanière, ce qui avait tué le bétail, ce qui avait laissé ses traces massives, ce qui avait mis en pièces un cheval à main nue et l'avait traîné en haut d'une montagne. C'était là qu'il vivait. C'était sa maison. Nous pouvions voir des traces fraîches dans la terre près de l'entrée. Les mêmes empreintes massives que nous suivions depuis toute la journée, entrant et sortant, récentes, peut-être de ce matin, peut-être de la nuit dernière. Nous aurions dû faire demi-tour. Aurions dû marquer l'emplacement sur notre GPS et retourner au camp. Revenir avec plus de gens, plus d'armes, plus de préparation. C'est ce que nous aurions dû faire. Mais le soleil descendait rapidement et nous étions curieuses, stupides et curieuses. Nous avions besoin de savoir, besoin de voir. Rachel a dit que nous devrions au moins regarder à l'intérieur, juste à l'entrée, juste pour voir si nous pouvions repérer quelque chose qui nous dirait à quoi nous avions affaire. Mélissa n'aimait pas ça. Je pouvais le voir sur son visage, dans la façon dont elle jetait des coups d'œil en arrière vers le sentier que nous avions emprunté. Mais elle n'a pas discuté. Nous étions venus si loin, avions pisté cette chose pendant des miles. Avions trouvé sa tanière. Faire demi-tour maintenant sans même regarder semblait mal, comme si nous avions perdu toute la journée. Alors nous avons vérifié nos carabines. Nous nous sommes assurés d'avoir chacune une cartouche dans la chambre. Sécurités enlevées. Nous avons allumé nos lampes de poche. Des lampes tactiques robustes, avec des faisceaux puissants que nous avions apportés pour la chasse de nuit. Nous les avons testées. Nous sommes assurés que les piles étaient fortes. Puis, nous nous sommes approchés de l'entrée de la grotte, en avançant lentement, prudemment, les carabines levées et prêtes. La grotte était plus grande qu'elle n'en avait l'air de l'extérieur. Beaucoup plus grande. Le plafond s'élevait dans l'obscurité au-delà de nos faisceaux de lampes de poche, perdus dans les ombres bien au-dessus. Le sol était couvert d'os et de restes en décomposition. Des choses trop décomposées pour être identifiées. Juste des tas de matière organique à divers stades de décomposition. L'odeur était écrasante. Cette odeur de pourriture mélangée à quelque chose d'animal et de rance. Je devais respirer par la bouche pour ne pas avoir la nausée. Nous avons avancé lentement, pas à pas, en balayant l'espace avec nos lumières, guettant les mouvements, écoutant les bruits. Nos bottes craquaient sur les os à chaque pas. L'acoustique était étrange là-dedans. Nos pas résonnaient,
nous revenait de plusieurs directions. Il était difficile de distinguer ce qui venait de nous et ce qui pouvait être autre chose. La grotte s'enfonçait dans la montagne plus profondément que je ne l'avais prévu. Les parois étaient en pierre brute. Formation naturelle. Aucun signe d'outil ou de travail humain. Cette grotte était là depuis des milliers d'années, peut-être des dizaines de milliers. Une fissure dans la terre qui avait été lentement creusée par l'eau et le temps. Les murs portaient des marques étranges, des éraflures dans la pierre. Pas tout à fait aléatoire, pas tout à fait de l'art délibéré. Quelque chose entre les deux, des lignes et des entailles qui semblaient presque signifier quelque chose, comme une écriture ou des symboles rudimentaires, mais rien que je ne reconnaisse. Rien qui n'ait de sens. Elle couvrait de grandes sections de la roche. Certaines semblaient vieilles, usées par le temps. D'autres semblaient plus récentes. De la pierre fraîche apparaissant à travers les éraflures. Le passage s'enfonçait plus loin que prévu. Nous avons marché pendant peut-être 2 minutes, peut-être plus. Difficile de mesurer le temps dans cette obscurité, s'enfonçant plus profondément dans la montagne à chaque pas. Le passage se rétrécissait par endroits, nous forçant à nous baisser et à nous faufiler. Puis il s'ouvrait de nouveau sur des salles plus grandes. Nous devions enjamber des tas d'os, nous baisser sous des sections de plafond basses. Puis la lumière de Rachel a attrapé quelque chose devant. Elle s'est arrêtée. Nous nous sommes toutes arrêtées, figées sur place. Il y avait une clairière sur le sol de la grotte, un espace ouvert d'environ 15 pieds de diamètre. Et dans cet espace se trouvait une sorte de nid, des branches et des feuilles empilées en un lit massif. Il faisait facilement 8 pieds de diamètre, peut-être plus. Les branches étaient épaisses, certaines aussi grosses que mon bras, toutes entrelacées, recouvertes de feuilles et d'aiguilles de pin, créant un matelas rudimentaire. Quelque chose dormait ici, quelque chose de grand. Autour du nid, il y avait d'autres os, mais ceux-ci étaient différents de ceux éparpillés à l'entrée. Ceux-ci avaient été arrangés, placés délibérément. Des crânes formaient un cercle approximatif autour du nid. Des crânes de cerf, des crânes de wapiti, des animaux plus petits, certains que je ne pouvais pas identifier dans la faible lumière. Ils étaient positionnés avec soin, tournés vers l'intérieur, vers le lit, comme des décorations, ou des trophées, ou des offrandes. Mélissa a chuchoté que nous devions partir, tout de suite. Ce n'était pas une tanière d'animal normal. Cela montrait de l'intelligence, de la planification, de l'organisation. Ce qui vivait ici n'était pas seulement un prédateur. C'était autre chose. Quelque chose qui arrangeait les os en motifs et construisait des lits avec des branches. Quelque chose qui marquait ses murs et cachait ses proies. C'est là que nous l'avons entendu. Un son venant des profondeurs de la grotte, au-delà de la portée de nos lumières, au-delà du nid, dans l'obscurité que nos faisceaux ne pouvaient atteindre, une respiration basse, lourde et lente, comme quelque chose de grand qui prend de profondes inspirations. Inspirant et expirant, le son résonnait sur les parois de la grotte, semblant venir de partout à la fois, devenant plus fort, ou plus proche, ou les deux. Mon sang s'est glacé. Chaque muscle de mon corps s'est tendu. Mon doigt a trouvé la détente de ma carabine sans que j'y pense. La respiration a continué. Régulière, patiente. Comme si ce qui faisait ce son savait que nous étions là, depuis que nous étions entrés dans la grotte. Avait attendu, nous observant depuis l'obscurité, nous laissant nous enfoncer plus profondément dans sa demeure. Nous sommes restés figés,
les 3 faisceaux de nos lampes de poche pointés vers l'obscurité devant nous, essayant de voir ce qui faisait ce son, essayant d'apercevoir ce qui était là-bas. Puis, nous avons entendu un mouvement, quelque chose de grand qui changeait de position. Des pas lourds, se déplaçant vers nous. Rachel a dit que nous devions sortir. Maintenant. Nous avons commencé à reculer vers l'entrée. Lentement. Essayant de ne pas faire de mouvements brusques. Essayant de ne pas déclencher une réaction de poursuite. Mais en gardant nos carabines levées, prêtes à tirer. Puis, nous avons vu les yeux. 2 points de lumière réfléchissant les faisceaux de nos lampes de poche. Mais ils étaient trop hauts. Beaucoup trop hauts. À 7 pieds du sol. Peut-être plus. Et ils n'étaient pas de la bonne couleur. Pas le jaune-vert d'un ours ou d'un cougar. Quelque chose de différent. Ambre, presque orange. Luisant dans l'obscurité comme des braises ardentes. La chose a fait un son. Un grognement qui s'est transformé en rugissement. L'acoustique de la grotte l'a rendu assourdissant. Le bruit nous a frappés comme une force physique. Mes oreilles ont bourdonné. Ma poitrine a vibré. Nous avons détalé en courant. Nous nous sommes juste retournés et avons sprinté vers l'entrée, vers la lumière du jour. Je pouvais l'entendre nous poursuivre. De lourds pas résonnant dans la grotte, se déplaçant vite, trop vite. Des os craquant sous des pieds massifs. J'étais devant. Mélissa était derrière moi. Rachel fermait la marche. Nous pouvions voir l'entrée de la grotte devant nous. La lumière du jour déclinante était magnifique. La sécurité était juste là, à 50 pieds, 40 pieds, 30. Puis j'ai entendu Rachel crier. Je me suis retourné juste au moment où quelque chose de massif est apparu dans le faisceau de ma lampe de poche. Il a chargé hors de l'obscurité comme un train de marchandises. Je l'ai vu clairement pendant peut-être 2 secondes. Mais ces 2 secondes sont gravées dans ma mémoire pour toujours. Elles se rejouent en boucle chaque fois que je ferme les yeux. Il mesurait au moins 8 pieds de haut. Peut-être 9. Le corps était couvert d'une fourrure sombre et emmêlée, brun-roux ou auburn, difficile à dire, dans le faisceau de la lampe de poche. Les épaules étaient incroyablement larges, au moins 3 pieds de large. Les bras étaient longs et épais de muscles. Les mains étaient énormes, les doigts comme des saucisses, mais plus longs, beaucoup plus longs. Mais le visage, mon Dieu, le visage, il était plat comme un visage humain, mais anormal. Le front était lourd et proéminent. Les yeux étaient enfoncés, ses yeux ambrés qui brillaient toujours. Le nez était large et plat. La bouche était large. Quand il a rugi, j'ai vu des dents, grosses et jaunes. Pas les dents pointues d'un carnivore. Des dents larges, comme celles d'un humain, mais plus grosses, plus acérées. Nous avons ouvert le feu, toutes les 3. Le son des tirs dans cet espace clos était incroyable. J'ai eu l'impression que mes oreilles allaient éclater. J'ai vu les balles l'atteindre. J'ai vu les impacts sur son corps. La fourrure s'est soulevée là où les balles ont frappé. Mais il a à peine ralenti, a juste continué à avancer. Les balles semblaient le rendre plus en colère, pas plus faible. Il a rugi de nouveau et je jure que les murs de la grotte ont tremblé. Il a balancé un bras massif et a attrapé Rachel en pleine poitrine. L'impact l'a soulevée de ses pieds et l'a projetée contre le mur de la grotte. J'ai entendu le craquement quand elle a heurté. J'ai entendu l'air s'échapper de ses poumons. J'ai entendu quelque chose se briser dans son corps. Mélissa et moi avons couru vers l'entrée. Nous sommes sortis en trombe de la grotte dans la lumière déclinante. Avons continué à courir. Mais ensuite, nous avons entendu Rachel crier à nouveau. Pas un cri de surprise, un cri de pure terreur et d'agonie.
Nous nous sommes arrêtés. Nous nous sommes retournés. Elle rampait vers l'entrée, du sang sur son visage, sur ses mains. Une de ses jambes était tordue à un mauvais angle. Elle tendait la main vers nous, suppliant de l'aide. Ses yeux étaient fous de peur. La créature est apparue derrière elle à l'ouverture de la grotte, se tenant dans l'ombre, juste à l'intérieur. Ses yeux reflétaient les derniers rayons du jour. Elle nous fixait, nous observait. Puis elle s'est penchée et a attrapé la cheville de Rachel. L'a attrapée d'une main massive et l'a traînée de nouveau dans l'obscurité. Elle a hurlé, a griffé le sol, a laissé des marques dans la terre où ses doigts ont creusé des sillons. Ses cris ont résonné sur les murs de la grotte, mêlés au grognement de la créature. Puis, elle a disparu, tirée de nouveau dans cette obscurité. Ses cris ont continué pendant peut-être 10 secondes de plus. Puis ils se sont arrêtés brusquement, coupés net comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Nous avons entendu des bruits de l'intérieur de la grotte, des bruits que je ne veux pas décrire, des bruits qui me réveillent encore la nuit, des bruits de déchirement, des bruits de cassure, des bruits qui nous disaient exactement ce qui arrivait à notre ami. La créature est réapparue à l'entrée, se tenant juste là, nous regardant. Du sang sur son visage, du sang sur ses mains. Elle a fait un son bas, presque comme si elle nous avertissait, nous défiant de revenir. Nous avons commencé à reculer. Puis nous nous sommes retournés et avons couru, en bas de la montagne. Le soleil se couchait et la forêt devenait sombre rapidement. Nous nous sommes frayés un chemin à travers les sous-bois, sans nous soucier du bruit, sans nous soucier de la discrétion, juste en essayant de mettre le plus de distance possible entre nous et cette chose. Nous pouvions l'entendre derrière nous, se frayant un chemin à travers les arbres, nous suivant. C'était rapide, plus rapide que tout ce que quelque chose de cette taille devrait être capable de bouger. Nous pouvions l'entendre se rapprocher, des arbres se brisant alors qu'il passait, ce grognement rugissant résonnant dans la forêt. Mélissa était devant moi. Nous dévalions la pente aussi vite que nous le pouvions, ne suivant aucun chemin, essayant juste de nous échapper. Puis elle a atteint une section abrupte. Son pied s'est pris dans une racine. Elle est tombée lourdement, a commencé à glisser sur une pente. J'ai essayé de m'arrêter, mais mon élan m'a emporté par-dessus le bord. J'ai glissé après elle, rebondissant sur des rochers et des racines, des branches me fouettant le visage et les bras. Nous avons dévalé peut-être 40 pieds avant de toucher le fond, nous écrasant dans des broussailles épaisses. Nous sommes restés là dans l'obscurité, essayant de ne pas faire de bruit. Nous étions toutes les deux blessées. Ma jambe droite hurlait de douleur. Quelque chose n'allait vraiment pas. La tête de Mélissa saignait, une entaille sur son front où elle avait heurté un rocher. Nous pouvions entendre la créature en haut de la pente. Pouvions voir sa silhouette contre le ciel qui s'assombrissait. Elle est restée là longtemps, regardant en bas où nous étions tombés, faisant de bas grognements, presque comme si elle nous appelait, essayant de nous faire bouger, de révéler notre position. Puis, elle a ramassé une pierre, un rocher de la taille d'un ballon de basket, et l'a jeté en bas de la pente. La chose a atterri à peut-être 5 pieds de nous. S'est écrasée à travers les branches, avec une force énorme. Si elle avait touché l'une de nous, elle nous aurait tués sur le coup. Nous sommes restés absolument immobiles, respirant à peine, faisant les mortes, priant pour qu'elle pense que nous avions été tués par la chute. Après ce qui a semblé être des heures, mais n'a probablement été que 15 ou 20 minutes, nous avons entendu la créature s'éloigner, ses pas s'estompant dans la forêt, le bruit des branches qui se brisent devenant plus distant. Nous avons attendu qu'il fasse complètement noir avant de bouger. Mélissa avait une commotion cérébrale. Je pouvais le dire à la façon dont ses yeux ne se focalisaient pas
à la façon dont elle perdait le fil de ses pensées en plein milieu d'une phrase. Je l'ai aidée à se relever et nous avons commencé à descendre la montagne, utilisant la lune pour nous éclairer quand elle perçait à travers les nuages. Ma jambe était salement amochée, vraiment salement. L'os était cassé, j'en étais presque certaine. Chaque pas envoyait des vagues d'agonie à travers moi. Mais nous devions continuer à bouger. Devions descendre de cette montagne. La descente a pris des heures. Un terrain que nous avions couvert en quelques minutes de jour nous a pris une éternité à naviguer. Nous nous sommes perdus 2 fois. Avons dû faire demi-tour et trouver un autre chemin. Mélissa perdait conscience par intermittence. Je devais continuer à lui parler, à la garder concentrée, à la faire avancer. Vers minuit, nous l'avons entendu de nouveau. Cet appel de quelque part en haut de la montagne. Ce même son que nous avions entendu notre première nuit au camp. Mais ensuite, nous avons entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une réponse, d'une direction différente. À notre est, puis une autre réponse. De l'ouest. Il y en avait plus d'un. On nous rabattait, poussés en bas de la montagne par plusieurs créatures s'appelant dans l'obscurité, se coordonnant, nous chassant ensemble. Nous avons accéléré, aussi vite que Mélissa pouvait le gérer avec sa commotion, et aussi vite que je pouvais bouger avec ma jambe brisée. J'ai gardé mon pistolet à la main. Ma carabine était perdue quelque part sur la montagne. Je l'avais laissée tomber quand je suis tombé. Tout ce qu'il me restait, c'était un pistolet de 9 mm avec 15 balles. Nous avons trébuché à travers la forêt, tombant, nous relevant, poussés par la pure terreur. Nous avons vu les lumières de la ferme vers 2 heures du matin. Nous étions peut-être à un demi-mile, encore dans la forêt. Ces lumières ressemblaient au paradis, la sécurité, la civilisation, une porte qui pouvait être verrouillée contre l'obscurité. Nous avons commencé à bouger plus vite, presque en courant. Nous pouvions voir la ligne de clôture devant nous, le bord de la propriété d'Edith, juste 50 yards de plus. Puis, nous l'avons entendu derrière nous, proche, trop proche. Le bruit de quelque chose de grand s'écrasant dans les broussailles, se déplaçant vite. Nous avons couru. Mélissa était devant moi. Je l'ai poussé en avant, lui ai dit d'y aller, de ne s'arrêter pour rien au monde. Nous étions à 20 yards de la clôture quand il nous a rattrapés. J'ai entendu Mélissa crier. Je me suis retourné. La créature l'avait soulevée du sol avec les 2 mains, la tenant en l'air comme si elle ne pesait rien. Elle donnait des coups de pied, criait, essayait de se battre. Mais c'était comme un enfant se battant contre un adulte. J'ai levé mon pistolet et j'ai tiré. J'ai vidé tout le chargeur dans son corps, visant la tête, le centre de la masse, tout ce que je pouvais atteindre. Une des balles a dû toucher quelque chose de vital. La créature a fait ce son, ce rugissement de douleur et de rage. Elle a lâché Mélissa et a porté la main à son visage. Du sang coulait de quelque part près de son œil. J'ai attrapé Mélissa et nous avons rampé sous la clôture. Ma jambe a complètement lâché, s'est effondrée sous moi. Nous sommes tombés toutes les 2 de l'autre côté. Mais nous étions sortis de la montagne, sur la propriété de la fermière. La créature se tenait à la ligne de clôture, se tenait juste là, nous observant. Du sang coulant sur son visage d'où je l'avais touché. Ses yeux ambrés reflétant la lumière de la ferme. Nous nous sommes relevés en nous débattant. Nous nous sommes entraidés. Avons couru vers la maison aussi vite que nous le pouvions sur nos corps brisés. Nous avons martelé la porte d'Edith, hurlant à l'aide. Elle a ouvert et son visage est devenu blanc quand elle nous a vus, couverte de sang et de terre, toutes les 2 blessées. Elle nous a tirés à l'intérieur et a claqué la porte, a verrouillé le pêne, puis un autre pêne, puis un 3e. Puis elle a poussé une lourde armoire devant la porte, l'a calée contre le cadre comme si elle avait déjà fait ça avant.
Elle nous a regardés. Nos blessures, le sang. Elle a demandé où était notre troisième ami. Nous ne pouvions pas répondre. Ne pouvions pas trouver les mots. Edith a juste hoché la tête. A dit qu'elle avait essayé de nous avertir. Avait essayé de nous dire de ne pas monter là-haut. A dit qu'elle avait perdu 2 ouvriers agricoles l'année dernière de la même manière. Qu'elle savait ce qu'il y avait sur cette montagne. Que tout le monde ici le savait. Mais personne n'en parlait. Personne n'avertissait les étrangers parce que personne ne voulait admettre que c'était réel. La créature est apparue au bord de la propriété. Nous pouvions la voir par la fenêtre, se tenant dans le clair de lune, observant simplement la maison. Edith nous a dit de ne pas la regarder, de ne pas établir de contact visuel, de ne pas interagir. A dit qu'elle ne traverserait pas sur la propriété, ne s'approcherait pas de la maison. Elle ne savait pas pourquoi. Une vieille limite qu'elle ne franchirait pas, une règle qu'elle suivait. Mais tant que nous restions à l'intérieur, nous étions en sécurité. Elle est restée là pendant peut-être 5 minutes. Puis elle s'est retournée et est repartie dans la forêt, a disparu dans les arbres comme si elle n'avait jamais été là. Edith a appelé les secours, les ambulanciers et la police. Leur a dit qu'il y avait eu une attaque d'animal. Leur a dit d'envoyer des hélicoptères. Elle a soigné nos blessures pendant que nous attendions, a enveloppé ma jambe dans une attelle, a nettoyé la blessure à la tête de Mélissa, nous a donné de l'eau et des analgésiques de sa trousse de premiers secours bien garnie. Elle a tout géré avec une efficacité calme qui m'a dit qu'elle avait déjà fait ça avant, qu'elle avait déjà vu des gens descendre de cette montagne brisée et en sang. Les ambulanciers sont arrivés vers 4 heures du matin. 2 équipes en ambulance qui ont dû naviguer sur ces routes terribles dans le noir. Ils nous ont stabilisés dans la ferme, ont posé des perfusions, nous ont donné de la morphine pour la douleur. Ils ont mis une minerve à Mélissa pour protéger son cou. Ses pupilles étaient de taille différente, un mauvais signe. Ils ont appelé un hélicoptère. On dit que nous devions aller dans un centre de traumatologie, trop loin pour conduire. L'hélicoptère a atterri dans le pâturage d'Edith alors que le soleil se levait. Le souffle des rotors a soulevé de la poussière et des débris. Ils nous ont chargés sur des brancards, nous ont attachés. Un ambulancier est resté avec chacune de nous pendant le vol. Nous avons été héliportés vers un hôpital de Pittsburgh. Sommes arrivés juste au moment où le trafic du matin remplissait les rues. Toute une équipe attendait sur l'héliport. Des médecins et des infirmières en blouse. Ils nous ont conduites directement aux urgences. Nous ont séparés. Mélissa est partie dans une direction. Moi, dans une autre. J'ai essayé de leur parler de Rachel, qu'elle était toujours sur la montagne. Mais ils se concentraient sur nous sauver, s'occuper de nos blessures. Ils s'inquiéteraient d'elle plus tard. Ils ont fait des radiographies de ma jambe, des scanners. La fracture était grave, ouverte. L'os avait déchiré le muscle et perforé la peau. Il y avait de la terre et des débris dans la plaie, de la matière forestière. Ils l'ont nettoyé du mieux qu'ils pouvaient. M'ont mise sous anesthésie générale pour la première opération. Quand je me suis réveillé, ma jambe était dans un fixateur externe. Des tiges métalliques traversant la peau jusqu'à l'os, maintenant tout en place. On aurait dit quelque chose sorti d'un film d'horreur. Mais l'infection s'était déjà installée au moment où ils m'ont mise sur la table. La plaie était ouverte depuis des heures, exposée à tout ce qu'il y avait sur cette montagne. Bactéries, champignons, parasites. Des choses qui n'auraient pas dû être dans un corps humain. Ils m'ont mise sous de lourds antibiotiques. M'ont gavé de médicaments. Ce n'était pas suffisant. L'infection s'est propagée, est entrée dans l'os, dans la circulation sanguine. Ils ont fait 3 autres opérations au cours des 2 jours suivants pour essayer de la nettoyer, pour essayer de sauver la jambe. Le 3e jour, la chirurgienne est venue me voir, une femme d'une 50aine d'années, avec des yeux bienveillants et une voix douce.
Elle s'est assise à côté de mon lit et a expliqué la situation. L'infection était trop étendue, trop agressive. Elle remontait le long de ma jambe, atteignait ma cuisse, approchait de ma hanche. S'il n'agissait pas vite, elle atteindrait mes organes vitaux. Je ferais une septicémie, mourrais d'empoisonnement du sang. Il n'y avait qu'une seule option, l'amputation. Ils l'ont enlevée sous le genou 2 jours plus tard, 6 jours après l'attaque. J'étais réveillé pour l'opération. Anesthésie loco-régionale. Ils ont anesthésié tout le bas du corps, mais j'étais consciente. Je pouvais sentir la pression. Je pouvais entendre la scie. Je pouvais sentir l'os brûler pendant qu'il coupait. Ça a pris peut-être 1 heure. Quand ils ont eu fini, ma jambe se terminait au genou, enveloppée de bandages. Disparue. Mélissa était en unité de soins intensifs. Grave commotion cérébrale. Multiples fractures du crâne. Ils avaient fait une opération d'urgence pour soulager la pression sur son cerveau, percer un trou dans son crâne pour laisser le gonflement diminuer. Elle a été dans un coma artificiel pendant la première semaine. Quand ils l'ont finalement réveillée, elle n'était plus la même. Ne parlait pas, ne répondait pas aux questions, ne regardait même pas les médecins ou les infirmières, fixait juste le vide. Le neurologue a dit que c'était un traumatisme psychologique, que son cerveau s'était éteint pour se protéger de ce qu'elle avait vécu, de ce dont elle avait été témoin. Il a dit que ça pourrait être temporaire, pourrait être permanent. Il ne savait pas. Les secours sont partis à la recherche de Rachel. Ils ont assemblé une équipe 2 jours après notre arrivée. 30 personnes, des chiens, des hélicoptères avec des caméras thermiques. Ils ont passé 3 semaines à fouiller cette montagne. Ils ont trouvé la grotte. Sont entrés avec des projecteurs, des gilets pare-balles et des carabines. Ont trouvé des os et du sang. Ont trouvé des preuves de violence. Ont trouvé des morceaux d'équipement. Le sac à dos de Rachel en lambeaux. Sa carabine, pliée presque en 2. Une de ses bottes. Mais ils n'ont jamais trouvé son corps. Pas une trace de reste reconnaissable. C'était comme si elle avait disparu. Disparu dans cette montagne sans laisser de traces. Le rapport officiel parle d'une attaque d'ours. Ils ont classé l'affaire après 3 semaines. On dit que les ours de cette région étaient connus pour être agressifs, que nous étions probablement tombés sur une tanière et avions surpris une mère protectrice. Une rencontre standard avec la faune qui a mal tourné. Le fait qu'il n'ait jamais trouvé le corps de Rachel a été attribué aux charognards. Ours, coyotes, vautours. Ils ont dit qu'en 3 semaines, il ne resterait pas grand-chose. La forêt reprend tout finalement. Ils m'ont posé des questions, beaucoup de questions. Des gardes du parc, la police locale, les agents de la faune de l'État, des agents fédéraux d'agences dont je n'avais jamais entendu parler. Qu'avons-nous vu? À quoi ça ressemblait? Quelle était sa taille? Comment se déplaçait-il? J'ai essayé de leur dire la vérité. Au début, j'ai décrit ce qui nous avait attaqués. La taille, la forme, le mouvement bipède, l'intelligence dans ses yeux. Ils se sont juste regardés, ont pris des notes, m'ont demandé si je m'étais cogné la tête, si on m'avait donné des médicaments qui pourraient affecter ma mémoire. On suggérait que le traumatisme peut nous faire voir des choses, nous souvenir des choses différemment de ce qu'elles se sont réellement passées. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. J'ai arrêté de dire la vérité. J'ai juste acquiescé à tout ce qu'ils disaient. Oui, c'était probablement un ours. Oui, j'étais confuse. Oui, l'obscurité et la peur ont tout fait paraître plus grand que ça ne l'était. Ils ont semblé soulagés, heureux de classer l'affaire, de l'archiver comme une simple rencontre avec la faune. Une autre tragédie dans la nature sauvage. Ces choses arrivent chaque année quelque part. Les touristes s'approchent en trop des animaux. Les randonneurs s'éloignent des sentiers. Les montagnes ne se soucient pas de la vie humaine.
Mélissa a été transférée dans un établissement psychiatrique 3 semaines après l'attaque, ne parlant toujours pas, ne réagissant toujours pas. Ils lui ont diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique sévère et un trouble dissociatif aigu. Un état catatonique provoqué par un traumatisme psychologique extrême. Les médecins ont dit que cela pourrait prendre des semaines avant qu'elle n'en sorte. Des mois, peut-être jamais. Son cerveau s'était essentiellement éteint pour se protéger. S'était retiré dans un endroit profond, où les souvenirs ne pouvaient pas l'atteindre. Sa famille lui rend visite tous les jours. Sa sœur, sa mère. Son ex-mari, malgré tout, vient encore s'asseoir avec elle. Il lui parle, lui lise des histoires, lui montre des photos de ses enfants. Mais elle ne répond jamais, ne reconnaît jamais leur présence, fixe juste ce mur. Edith Harmon a vendu sa propriété moins d'un mois après notre attaque. Je l'ai appris par une des infirmières dont le cousin vivait dans cette région. Elle a dit qu'Edith avait tout emballé et était partie. N'avait même pas attendu que la vente soit finalisée. Avait juste abandonné l'endroit et était partie en voiture. Avait dit à l'agent immobilier de lui envoyer le chèque par la poste ou qu'il soit vendu. Les nouveaux propriétaires sont un jeune couple de Washington, D.C. Des citadins à la recherche d'un endroit calme dans les montagnes. Un endroit pour élever leurs enfants loin du bruit, du crime et de la pollution. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il y a là-haut, de ce qui vit dans ces forêts, de ce qui a tué le bétail de leurs prédécesseurs et qui rôde sur ces crêtes depuis Dieu sait combien de temps. J'ai essayé d'appeler Edith. J'ai eu son numéro par l'agent immobilier. Mais il était déconnecté. Pas d'information de suivi. Elle avait disparu tout comme Rachel. Disparu sans laisser de traces. N'a laissé aucun moyen de la contacter. Aucun moyen de lui demander ce qu'elle savait. Ce qu'elle avait vu au fil des ans. Pourquoi elle ne nous avait pas avertis plus clairement? Pourquoi elle nous avait laissé monter là-haut? Alors maintenant, je suis ici, dans cette chambre d'hôpital, apprenant à marcher avec des béquilles, parce que ma jambe droite se termine au genou maintenant. Apprenant à utiliser une prothèse qui semble fausse, peu importe à quel point il l'ajuste. Faisant encore des cauchemars chaque fois que je ferme les yeux, voyant encore ses yeux ambrés me fixer depuis l'obscurité. Mélissa est 3 étages plus haut, fixant des murs. Notre amie Rachel est quelque part sur cette montagne, en morceaux éparpillés sur le sol d'une grotte. Et tout le monde pense que c'était un ours. Les médecins, les autorités, les compagnies d'assurance, nos familles. Ils pensent tous que ce n'était qu'une attaque d'ours, un accident tragique, de la malchance et un mauvais timing. Mais je connais la vérité. Je sais ce qu'il y a là-haut, dans ces montagnes de Virginie occidentale. Je sais ce qui marche sur 2 jambes, mesure 9 pieds de haut et traîne des chevaux dans des grottes. Je sais à qui appartiennent ces empreintes massives. Les gens parlent de Bigfoot comme d'une blague, comme de quelque chose d'amusant sur lequel spéculer autour d'un feu de camp. Un cryptide, une légende. Quelque chose pour faire des documentaires et vendre des produits dérivés. Quelque chose dont les touristes peuvent rire en achetant des porte-clés et des tasses à café. Mais ce n'est pas une légende. C'est réel. Et c'est là-haut, en ce moment même. Probablement en train d'observer d'autres randonneurs depuis les ombres. De traquer une autre ferme. D'ajouter d'autres os à sa collection. Il y en a plus d'un. Je le sais maintenant. Cette nuit-là sur la montagne, nous les avons entendus s'appeler, se coordonner, communiquer d'une manière que nous ne pouvions pas comprendre. Une famille, peut-être. Une tribu. Une communauté de créatures qui se cachent dans ces forêts depuis des siècles. Peut-être plus. Ils ont appris à éviter les humains, à rester cachés, à ne prendre que ce dont ils ont besoin aux confins de la civilisation, du bétail au lieu de personnes, des animaux dont on peut accuser les ours, les cougars ou les coyotes.
Mais quand les humains entrent sur leur territoire, quand nous entrons dans leur grotte et dérangeons leur maison, ils protègent ce qui est à eux. Je pense à Rachel parfois, pas la Rachel que je connaissais. La femme qui riait de mes blagues et pouvait pister un cerf à travers les sous-bois comme si elle lisait un livre. Je pense à ces dernières secondes, à ce qu'elle a dû ressentir quand il l'a attrapée, quand il l'a traînée de nouveau dans cette obscurité. Je me demande si elle était encore consciente à la fin, si elle savait ce qui se passait, ou si son esprit s'est éteint comme celui de Mélissa, se retirant en lui-même pour échapper à l'horreur. J'espère que ça a été rapide. Je me dis que ça a été rapide. C'est le mensonge que j'ai besoin de croire pour dormir la nuit. La compagnie d'assurance veut une déclaration détaillée. Ils contestent la demande d'indemnisation parce que les circonstances sont inhabituelles. Parce que mon histoire ne correspond pas au rapport officiel. Parce qu'il y a des incohérences qu'ils veulent que j'explique. Je leur ai dit la même chose qu'à tout le monde. Attaque d'ours. Nous l'avons surpris dans une grotte. Il s'est défendu. Ces choses arrivent. Il ne me croit pas. Je peux l'entendre dans la voix de l'expert lors de nos appels téléphoniques. Mais ils ne peuvent pas prouver que je mens. Ils ne peuvent rien prouver. Et finalement, ils régleront la demande parce que la contester coûtera plus cher que de la payer. La famille de Rachel veut aussi des réponses. Ses parents m'ont appelé 3 fois. Son frère est descendu de New York pour s'asseoir avec moi dans cette chambre d'hôpital et me demander de lui dire ce qui s'était vraiment passé. Il connaissait Rachel, savait qu'elle était trop expérimentée, trop prudente pour se faire surprendre par un ours dans une grotte. Il savait que quelque chose n'allait pas avec l'histoire officielle. Je lui ai dit que j'étais désolé. Je lui ai dit que sa sœur était la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Je lui ai dit qu'elle était morte en essayant de nous protéger. Tout cela est vrai. J'ai juste omis les parties qui lui feraient penser que j'étais folle. Parfois, je me demande si je devrais dire la vérité. Tout déballer, l'écrire et le poster en ligne et laisser les Jen décider par eux-mêmes. Peut-être que si assez de gens savaient, quelque chose serait fait. Peut-être qu'ils enverraient des chercheurs, des scientifiques, des gens avec de l'équipement et des fonds qui pourraient documenter ce qu'il y a là-haut. Mais je sais ce qui se passerait. Je sais comment ça se déroulerait. Les gens me traiteraient de folle. Diraient que j'étais traumatisé. Diraient que je cherchais l'attention. Diraient que j'avais tout inventé pour des points Internet. Ils décortiqueraient chaque détail, trouveraient chaque incohérence, utiliseraient chaque erreur mineure pour discréditer tout ce que j'ai dit. Et même si certaines personnes me croyaient, même si d'une manière ou d'une autre, je convainquais le monde que Bigfoot était réel et vivait dans les montagnes de Virginie occidentale. Et alors, ils enverraient des chasseurs, ils enverraient des soldats, ils traqueraient ces créatures et les tueraient parce que c'est ce que les humains font aux choses que nous ne comprenons pas, aux choses que nous craignons. Et une partie de moi, une petite partie, pense que ce ne serait peut-être pas une si mauvaise chose. Peut-être qu'ils devraient être chassés. Peut-être qu'ils sont trop dangereux pour coexister avec nous. Rachel est morte à cause d'eux. L'esprit de Mélissa est brisé à cause d'eux. Ma jambe a disparu à cause d'eux. Mais ensuite, je me souviens de ses yeux. Ses yeux ambrés, nous observant depuis l'obscurité de la grotte. Il y avait de l'intelligence là-dedans. Pas seulement de la ruse animale. Une véritable intelligence. Une compréhension. Quelque chose qui nous regardait et nous voyait, nous reconnaissant comme une menace. Oui, mais aussi comme autre chose. Quelque chose qui s'était égaré dans sa maison et devait être traité. Nous étions les envahisseurs ce jour-là. Nous sommes entrés sur son territoire, dans sa grotte, l'endroit où il dormait, mangeait et vivait.
Nous avons apporté des fusils, des lumières et de la violence. Que ferait n'importe quel animal confronté à des menaces dans sa maison? Que ferait n'importe quelle créature pour protéger sa famille, son territoire, son existence? Je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse. Je sais juste que quelque chose est là-haut, dans ces montagnes. Quelque chose qui est là depuis longtemps. Quelque chose qui sera probablement là, bien après que je sois parti. Et je sais que je n'y retournerai jamais. Les infirmières entrent toutes les quelques heures pour voir comment je vais, pour ajuster mes médicaments, pour m'aider avec les exercices qui sont censés me préparer à marcher avec une prothèse. Elles sont gentilles, professionnelles. Elles ont déjà vu des traumatismes. Elles savent comment parler à quelqu'un qui a traversé quelque chose de terrible sans être indiscrète, sans insister. L'une d'elles, une jeune femme nommée Désirée, m'a demandé une fois si je voulais parler de ce qui s'était passé. Pas la version officielle. La vraie version. Elle a dit qu'elle avait vu mon dossier, avait lu entre les lignes, avait remarqué les incohérences que les médecins et les officiels avaient choisi d'ignorer. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que certaines choses valaient mieux ne pas être dites. Elle a juste hoché la tête. A dit que si jamais je changeais d'avis, elle était une bonne auditrice. Puis elle a ajusté ma perfusion et m'a laissé seul avec mes pensées. Je pense beaucoup à Mélissa. Je me demande si elle est toujours là, quelque part. Si la femme que je connaissais, celle qui pouvait abattre une cible à 300 yards avec son arc, celle qui riait de mes mauvais jeux de mots, et se portait toujours volontaire pour porter le sac le plus lourd lors de nos voyages de camping. Je me demande si cette femme est toujours à l'intérieur de cette coquille vide, piégée derrière des murs que son esprit a construits pour se protéger. Les psychiatres disent que la guérison des états catatoniques est possible, que le cerveau peut guérir, qu'avec du temps, de la thérapie et de la patience, elle pourrait nous revenir, pourrait se souvenir de qui elle était, de qui nous étions, mais je vois la façon dont ils se regardent quand ils pensent que je ne les regarde pas. Je vois le doute dans leurs yeux. Ils ne pensent pas que Mélissa reviendra. Ils pensent que son esprit s'est brisé d'une manière qui ne peut être réparée. Ils pensent qu'elle a vu quelque chose qu'aucun cerveau humain n'était censé traiter. Ils ont probablement raison. J'ai décidé d'écrire tout ça. Tout ce dont je me souviens. Chaque détail. Pas parce que je pense que quelqu'un me croira. Pas parce que je pense que ça changera quoi que ce soit. Mais parce que j'ai besoin de le sortir de ma tête. Besoin de le mettre quelque part en dehors de moi, où je peux le regarder et savoir que c'est arrivé. Que c'était réel. Que je ne suis pas la folle. Peut-être qu'un jour quelqu'un lira ça. Un chercheur, un journaliste ou un étranger curieux qui tombera sur ces mots et y reconnaîtra la vérité. Peut-être qu'il enquêtera, posera des questions, trouvera des preuves que je n'ai pas pu trouver, ou peut-être que ça disparaîtra simplement dans le vide. Une autre histoire folle d'une autre survivante traumatisée. Un autre morceau de bruit Internet perdu dans l'océan sans fin de contenu. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de l'écrire. Pour Rachel, pour Mélissa, pour moi-même. Alors voilà, la vérité sur ce qui s'est passé sur cette montagne. La vérité sur ce qui a tué mon ami, en a brisé une autre et a pris ma jambe. La vérité sur ce qui vit dans les forêts de Virginie occidentale et y vit depuis Dieu sait combien de temps. Les gens rient des histoires de Bigfoot. Ils lèvent les yeux au ciel et font des blagues sur des photographies floues et des mystificateurs en quête d'attention. Ils traitent ça comme un divertissement, comme quelque chose d'amusant à débattre autour d'une bière. Mais ce n'est pas un divertissement, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une légende, un mythe ou une histoire de feu de camp. C'est réel et c'est dangereux. Alors si jamais vous recevez un appel d'une fermière désespérée vous offrant beaucoup d'argent pour chasser quelque chose dans les montagnes,
si elle a l'air effrayée, mais ne veut pas vous dire pourquoi, si elle vous met en garde contre une zone spécifique, mais n'explique pas ce qu'elle sait, écoutez-la, faites demi-tour, rentrez chez vous. Oubliez l'argent, oubliez la curiosité, oubliez la partie de vous qui veut savoir ce qu'il y a là dehors. Parce que certaines chasses ne valent pas la peine d'être entreprises. Certaines réponses ne valent pas la peine d'être trouvées. Et certaines choses qui vivent dans les montagnes ne sont pas du tout des ours, ce sont des choses bien pires. La kinésithérapie commence la semaine prochaine. Ils disent que je marcherai avec une prothèse d'ici 3 mois si tout se passe bien. Ils disent que les gens vivent des vies pleines avec des amputations sous le genou, courent des marathons, grimpent des montagnes, font tout ce qu'ils faisaient avant. Je souris, je hoche la tête et je leur dis que j'ai hâte de me remettre sur pied. C'est ce qu'ils veulent entendre. C'est le récit qui met tout le monde à l'aise. Mais je connais la vérité. Je ne ferai plus jamais de randonnée en montagne. Je n'entrerai plus jamais dans une forêt sans regarder par-dessus mon épaule, sans écouter les bruits dans l'obscurité, sans ressentir cette peur primale qui vient de savoir que vous n'êtes pas le prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Cette partie de moi est morte sur cette montagne avec Rachel, avec l'esprit de Mélissa, avec ma jambe. Il y a une fenêtre dans ma chambre d'hôpital qui donne sur la ville. Pittsburgh. De l'acier, du verre et du béton. La civilisation. La sécurité. Les montagnes sont quelque part à l'est, invisibles derrière les bâtiments. Le smog est la barrière réconfortante du développement humain. Mais je peux les sentir, même ici. Même entouré de toute cette humanité, de toute cette technologie, de tout ce progrès. Je peux les sentir observer, attendre, patientes comme elles l'ont toujours été. Elles étaient là avant que les premiers humains ne traversent ce continent. Elles seront là bien après que nos villes se soient effondrées et que notre espèce se soit effacée de la mémoire. Elles font partie des montagnes d'une manière que nous ne pourrons jamais être. Appartiennent à la nature sauvage, d'une manière que nous avons oublié comment appartenir. Et elles ne vont nulle part. L'infirmière de nuit vient d'entrer pour me donner mes somnifères. Les mêmes pilules qu'il me donne chaque nuit. Les mêmes pilules qui sont censées m'aider à dormir sans rêve. Elles ne fonctionnent jamais. Pas vraiment. Les rêves me trouvent toujours. Les yeux ambrés. La grotte. Le son de Rachel criant alors qu'elle était traînée dans l'obscurité. Mais je les prends quand même. Parce que même quelques heures d'inconscience droguée valent mieux que de rester éveillé toute la nuit, à écouter les bruits de l'hôpital, à me demander ce qui fait ces bruits dans l'obscurité devant ma fenêtre. Je vais m'arrêter là. Il y a plus que je pourrais dire. Plus de détails que je pourrais partager. Mais les pilules commencent à faire effet et mes yeux s'alourdissent. Si vous avez lu jusqu'ici, merci. Merci de m'avoir écouté. Merci de ne pas m'avoir rejeté comme folle, en quête d'attention ou traumatisée, au-delà du point de témoignage fiable. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Si jamais vous vous retrouvez dans les montagnes, si jamais vous entendez des sons qui n'appartiennent à aucun animal que vous connaissez, si jamais vous voyez des traces trop grandes, trop humaines, trop impossibles à expliquer, n'enquêtez pas. Ne laissez pas la curiosité l'emporter sur vos instincts de survie. Ne vous convainquez pas que la science a documenté tout ce qui existe dans ce monde, parce que ce n'est pas le cas. Il y a des choses là dehors que la science refuse de reconnaître. Des choses qui se cachent dans la nature sauvage depuis avant l'histoire écrite. Des choses qui vous tueront aussi facilement que vous écraseriez une fourmi. Rachel est morte. Mélissa est partie, même si son corps est toujours en vie. Je suis brisé d'une manière qu'une prothèse ne peut pas réparer. Et quelque part là-haut, dans ces montagnes,
quelque chose observe. Attends. Patient. Toujours patient. Les somnifères m'entraînent, maintenant. Le monde devient flou sur les bords. Les bruits de l'hôpital se transforment en bruit blanc. Peut-être que ce soir, je ne rêverai pas. Peut-être que ce soir, les pilules fonctionneront et que je glisserai simplement dans le néant pour quelques heures bénies. Ou peut-être que je serai de retour dans cette grotte, courant dans l'obscurité, entendant Rachel crier derrière moi, sentant cette main massive se refermer sur ma jambe. Quoi qu'il en soit, je me réveillerai demain. Je ferai ma kinésithérapie. Je sourirai aux infirmières et dirai aux médecins ce qu'ils veulent entendre. Je continuerai le lent processus de reconstruction d'une vie à partir des morceaux qui restent. Mais je n'oublierai jamais. Je porterai cette connaissance avec moi jusqu'au jour de ma mort. Bigfoot est réel. Et ce n'est pas le gentil géant de la forêt que les films et la télévision nous ont appris à imaginer. Ce n'est pas une créature timide et incomprise, attendant de se lier d'amitié avec le bon humain. Ce n'est pas un secret attendant d'être découvert et célébré. C'est un prédateur, intelligent, patient et absolument sans pitié. Il tue des choses sur cette montagne depuis des décennies, peut-être des siècles. Il continuera à tuer des choses bien après que nous soyons tous morts et oubliés. La seule raison pour laquelle l'une de nous a survécu, c'est que j'ai eu de la chance avec ce pistolet. Une balle au bon endroit. Un moment de douleur qui l'a fait hésiter. Assez longtemps pour que nous puissions nous échapper. La prochaine fois, celui qui tombera sur son territoire n'aura peut-être pas autant de chance. La prochaine fois, il n'y aura peut-être aucun survivant pour raconter l'histoire. Je m'endors maintenant. Les pilules ont gagné leur bataille nocturne contre ma conscience. Si vous ne retenez rien d'autre de ce récit, retenez ceci. Restez en dehors des étendues sauvages profondes. Restez sur les sentiers balisés. Restez en groupe. Et si jamais vous ressentez cette peur primale, cet instinct ancien vous disant que quelque chose observe depuis les ombres, écoutez-le. Nos ancêtres ont développé cette peur pour une raison. Elle les a maintenus en vie assez longtemps pour se reproduire, assez longtemps pour transmettre leurs gènes, assez longtemps pour finalement devenir nous. Ne laissez pas l'arrogance moderne vous convaincre qu'il n'y a plus rien à craindre dans les forêts d'Amérique. Ne laissez pas l'illusion confortable de la domination humaine vous aveugler sur les choses qui vivent dans les endroits sombres de ce monde. Elles sont là dehors, et elles attendent. Bonne nuit. Je me suis réveillé ce matin pour découvrir que j'avais écrit tout ça. La tablette était encore dans mes mains, la batterie presque morte. Les infirmières ont dit que j'avais tapé dans mon sommeil, ou ce qui passait pour du sommeil sous la lourde sédation de ces pilules. J'ai relu tout ce que j'ai écrit. J'ai envisagé de le supprimer. J'ai envisagé de le garder pour moi et de le laisser mourir avec moi. Mais Rachel mérite mieux que ça. Mélissa mérite mieux que ça. Tous ceux qui pourraient s'aventurer dans ces montagnes, ne sachant pas ce qui les attend, méritent mieux que ça. Alors je laisse ce récit intact. Je le poste là où les gens peuvent le trouver. Je mets la vérité au grand jour, même si personne ne la croit. Même si tout le monde la rejette comme les divagations d'un esprit traumatisé. Parce que peut-être, juste peut-être, quelqu'un lira ceci et reconnaîtra la vérité. Quelqu'un me croira. Quelqu'un prendra des précautions qui pourraient lui sauver la vie. Et peut-être, un jour, quelqu'un prouvera enfin que je n'étais pas folle. Que ce que j'ai vu était réel. Que la créature qui a tué mon ami et brisé ma vie existe réellement. Jusque-là, je serai ici, dans cette chambre d'hôpital, apprenant à remarcher, apprenant à revivre, portant le poids de ce que je sais et le fardeau de ce que je ne peux pas prouver. Si jamais vous voulez me trouver, cherchez la femme avec la prothèse et les yeux hantés, celle qui sursaute au bruit soudain et ne peut pas dormir sans pilule.
celle qui fixe les montagnes à l'horizon avec une expression qui est à la fois peur et chagrin. Ce sera moi. C'est ce que je suis maintenant. C'est ce qu'il a fait de moi, et je ne serai plus jamais la même.